Des femmes en situation de handicap relèvent le défi de leur autonomisation dans le Béquet, dans le centre du pays. Nous ferons une lucarne sur le combat qu'elles mènent dans ce journal. Le 6 avril 1994, le Falcon 50 du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali par un missile. À la suite de ce drame, plus de 800 000 personnes sont tuées en 100 jours. 25 ans après, les Rwandais se souviennent, mais avant, ils ont pardonné et se sont réconciliés. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les femmes de la région de Béquet vivant avec un handicap ont échangé sur comment impliquer la femme en situation de handicap dans les programmes de développement. Elles entendent à relever le défi de leur autonomisation par leur abnégation au travail. Les questions liées à leurs droits et devoirs étaient aussi à l'ordre du jour. Geneba Ouattara et Kader Sogodogo ont rencontré ces femmes. Charlotte, veuve et mère de 5 enfants, est malvoyante de naissance. Malgré son handicap, elle exerce le métier de restauratrice en vue d'assurer son autonomie financière. Être malvoyante n'est pas perdre tout. Étant malvoyante, je dois me débrouiller. Je ne dois pas être différente des autres personnes. Voilà pourquoi je fais cette activité. Comme Charlotte Bovana, la quarantaine révolue, est malentendante depuis 19 années. Pourtant, sa surdité ne l'empêche pas de s'affirmer dans sa mercerie. Aujourd'hui, Dieu merci, ce commerce marche bien. J'arrive à me prendre en charge. Je suis même capable de répondre à certaines sollicitations des personnes qui disposent de toutes leurs facultés. Si Charlotte et Bovana ont pu s'insérer dans le tissu économique et social, ce n'est pas le cas pour d'autres femmes en situation de handicap. Manque de moyens financiers et de confiance en soi. Des situations auxquelles certaines sont confrontées et qui ne favorisent pas leur épanouissement. L'Union des associations des femmes vivant avec handicap de Béquet entend briser certaines barrières et rehausser l'image de toutes ces femmes. Cette structure a donc initié une rencontre à Béoumi autour du thème « Impliquer la femme en situation de handicap dans les programmes de développement pour assurer son autonomie ». Il s'agit d'exhorter les femmes vivant avec handicap à prendre part au développement de la société. Pour que la personne en situation de handicap, surtout la femme, soit autonome, elle a besoin d'un fonds, elle a besoin d'être appuyée pour faire une activité. Dans les prises de décision dans les communes, on souhaiterait vraiment qu'une personne en situation de handicap prenne part. J'ai attiré leur attention sur leurs droits, sur la Convention des personnes en situation de handicap, sur les mesures qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire, par exemple le projet de quotas qui concerne toutes les femmes, et également les femmes en situation de handicap. Elles pourront s'en servir pour être des élus, travailler pour l'amélioration de leurs conditions, travailler pour l'amélioration de leurs droits. Les autorités locales encouragent les femmes pour leur initiative et les rassurent de leur soutien. La structure compte plus de 150 membres et existe depuis 2013. La connaissance de la nature est un atout pour les apprenants, des apprenants qui ont rangé livres et cahiers pour se familiariser avec la nature, histoire de leur inculquer les valeurs de protection de la forêt et au-delà de la nature. Ils étaient dans la forêt classée du Banco, une randonnée rendue possible grâce à la collaboration du réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership en Afrique, des ministères des eaux et forêts, de l'environnement et de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Maïsako revient de la forêt du Banco. Les forêts jouent un rôle primordial dans la préservation des équilibres sociaux et écologiques. Elles régulent le climat, la pluie, évitent les effets dévastateurs des tsunamis sur les côtes, procurent de l'eau potable, constituent un véritable stock de carbone et maintiennent les sols fragiles de régions qui subissent de fortes pluies. Ces bienfaits de ces zones de diversité biologique que sont les forêts n'échappent pas à la jeunesse, notamment celles réunies au sein du réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership Revila, qui entend mieux les connaître en vue de contribuer à leur préservation. À travers le monde, vous verrez dans les différents pays les jeunes qui s'engagent. Et c'est à cet exemple-là que nous organisons cette matinale éco-culturelle d'Abidjan pour pouvoir permettre à nos jeunes frères, les lycéens, les étudiants, de pouvoir comprendre le bien fondé, la protection de l'environnement, de la protection des parcs et réserves. 1000 jeunes issus de divers établissements scolaires et estudiantins du pays ont été invités à prendre part à une randonnée dans l'enceinte de la forêt du Banco.
Une action rendue concrète grâce au ministère des Eaux et Forêts, au ministère de l'Environnement et du Développement durable et au ministère du Tourisme. Le ministère des Eaux et Forêts a en son sein un projet d'éducation environnementale. C'est un projet qui amène l'ensemble des élèves ivoiriens, des étudiants à participer à la reconstitution du couvert forestier. Le couvert forestier ivoirien est très en mal. Et en initiant les élèves déjà depuis leur bas âge à la participation ou à la sensibilisation par rapport à la reconstitution du couvert forestier, c'est déjà fait du développement durable. La promotion de l'écotourisme basée sur la jeunesse nous intéresse au plus haut point. Il faut pouvoir inculquer aux jeunes enfants l'amour de la nature. Il faut qu'ils puissent savoir que dès le bas âge, ils peuvent préserver cette nature que nous avons, ce beau joyau qui est le parc national du Banco. On a deux types de programmes. Il y a la sensibilisation qu'on fait en direction des adultes et l'éducation environnementale qu'on fait en direction des plus petits. Parce qu'on se dit que c'est le levier de demain. Donc c'est des actions que nous menons pour que ces derniers, avec le temps, puissent vraiment avoir la fibre environnementale. Un panel ayant enregistré la présence du président du Réseau africain pour la communication environnementale, David Mobio, a permis de sensibiliser les jeunes à l'importance de protéger les forêts. La jeunesse se dit prête à épouser les valeurs de préservation de la nature en général. D'ici 2050, il sera en alerte au niveau de l'environnement et c'est assez important d'initier ces activités-là pour permettre aux plus jeunes qui sont l'avenir de demain de pouvoir prendre conscience du fait que l'environnement, la nature, c'est la chose de tous et que si tout va bien au niveau environnemental, on pourra se développer. Dans les temps anciens, la forêt était plus grande que ça, mais ils sont venus nous montrer au moins ce qui reste. C'est ça que j'aime dans cette sortie. Des activités culturelles telles que des concours de danse et une visite guidée du site étaient également au programme. Prochaine étape après cette randonnée dans la forêt du Banco, une session de planting d'arbres. Toute chose qui va permettre de contribuer au renforcement du couvert forestier ivoirien qui a considérablement diminué. De 16 millions d'hectares en 1960, celui-ci s'étend aujourd'hui sur 2 millions d'hectares. Sachez que la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire a initié aujourd'hui même une journée porte ouverte couplée d'une activité sportive à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Des activités pour marquer les 30 ans de cette chambre, mais aussi permettre aux membres de se retrouver et consolider leurs liens. D'où le thème des festivités marquant les 30 ans de la JCI, les retrouvailles. Organisation mondiale de jeunes citoyens actifs, la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs dans la société. La thématique à gérer le processus, renforcer la mobilité, actualiser les compétences et partager les responsabilités était au centre des débats aujourd'hui à la clôture du week-end sur la gouvernance édition 2019 qui s'est ouvert officiellement hier, organisée par la Fondation Mo Ibrahim avec un score de plus de 54 sur 100 en termes de gouvernance globale. La Côte d'Ivoire se classe au 22e rang des 54 pays africains évalués par l'indice Ibrahim sur les performances du pays en matière de gouvernance. Parlons religion. Le commissariat du Hadj multiplie les rencontres en vue d'une bonne organisation du pèlerinage à la Mecque qui aura lieu dans quelques mois. Les responsables de ce commissariat se sont réunis à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour évoquer les directives saoudiennes relatives à l'organisation du Hadj. Parga Sorokone nous fait l'écho de cette rencontre. À l'intérieur de ce chapiteau, situé dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody, commissariat du Hadj, encadreur, chef de groupe, président de commission et opérateur privé. Leur présence échangeait sur l'organisation pratique du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam, mais surtout sur l'amélioration des conditions de travail des différents acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj en tenant compte des exigences des autorités saoudiennes. Un séminaire sur les directives saoudiennes relatives à l'organisation du Hadj 2019 est alors initié. C'est un atelier de partage pour que chacun agisse en conséquence de cause et que naturellement on ne le souhaite pas. S'il y a des manquements, des responsabilités sont clairement identifiées et s'assument à tous les niveaux. Les gestionnaires en tout cas du Hadj devront ressortir plus renforcés en capacité pour gérer leurs contingents, tant en ce qui concerne l'État que pour le secteur privé. Pour les participants, ce séminaire de renforcement des capacités
va leur permettre d'apporter soutien et assistance aux pèlerins avec quiétude avant et pendant le Hajj. Il salue l'initiative du commissariat du Hajj. Cette initiative vient pour nous parce que ça permet à chacun des acteurs, en tout cas en charge de l'encadrement des pèlerins, de connaître les tests. Nous, les privés, on est bien partants. On sait très bien que le monde est en train de changer avec l'Internet. Aujourd'hui, il faut faire très attention pour qu'on puisse être dans le même bateau que l'évolution actuelle. Plusieurs autres séminaires de formation et de nombreuses séances d'information et de sensibilisation, selon les responsables du commissariat du Hajj, seront organisés les jours à venir par les différentes commissions avant le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque. La conférence nationale en Libye pour aider le pays à organiser des élections aura lieu du 14 avril au 16 avril malgré l'offensive en cours. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Depuis 2 jours, les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, se dirigent vers Tripoli où se trouve le siège du gouvernement d'union nationale. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui donc, le Conseil de sécurité avait été convoqué en urgence à l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar a été appelé à cesser son offensive, une offensive qui a pris l'organisation de cours alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était dans le pays. Antonio Guterres qui a rencontré Khalifa Haftar qui serait resté sourd à ses appels selon des sources diplomatiques. Le Rwanda marque ce dimanche le 25e anniversaire du génocide de 1994. Une trentaine de chefs d'État et de personnalités internationales sont attendus. Une journée de deuil national a été décrétée le 7 avril, c'est-à-dire demain. 800 000 personnes à 1 million de personnes ont perdu la vie lors de cette attaque. Les Rwandais ont réussi à panser leurs blessures et à aller de l'avant. Comment ont-ils réussi cet exploit? La réponse dans ce reportage de Maïssa Kogaï. Le 6 avril 1994, un attentat perpétré contre le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, signe le début du génocide. 800 000 Rwandais, pour la plupart Tutsis, perdent la vie. Ce massacre, qui détient à ce jour le triste record du génocide le plus rapide de l'histoire, prend fin le 4 juillet 1994. 25 ans après, le Rwanda, stabilisé, réconcilié et de nouveau réunifié, est perçu comme un modèle de réussite, même au plan économique. En ce qui concerne le succès du pays, il est certain qu'il y a une volonté politique derrière, et aussi il y a une communion au niveau national. En ce sens que ça a été quand même un événement suffisamment tragique et traumatisant dans l'histoire du pays, qui a certainement conduit à ce que tous les nationaux estiment qu'il faut se relever. Il faut se relever de ce drame, de ce qui a été vécu, et aller de l'avant. Aller de l'avant veut dire s'entendre sur les objectifs du pays, la vision, les projets communs, et construire ensemble, en se basant sur l'unité nationale. Mais pour ce faire, il a fallu quand même une réconciliation nationale. Une réconciliation dont la clé de voûte est notamment la mise en place de différents mécanismes de justice. Au plan international, on note la création du tribunal pénal international pour le Rwanda. En France, en Belgique et au Canada, des personnes soupçonnées d'avoir pris part au génocide sont poursuivies et jugées. Au plan national, des mécanismes traditionnels sont mis en œuvre pour punir les coupables et leur permettre de demander pardon. Quand c'est au niveau traditionnel, c'est des cadres où c'est difficile de demander à des gens une compensation financière parce que ces personnes n'en disposent tout simplement pas. Mais il y a d'autres moyens. Ça peut être symbolique, ça peut être, j'ai vu dans un pays comme le Nigeria, où des gens demandent à ce que celui qui a commis le tort ou l'offense fasse le tour d'un arbre qu'on dit sacré, ou qu'il aille balayer la cour. C'est des mécanismes traditionnels, d'une manière ou d'une autre, reconnus par cette communauté-là. Aujourd'hui, le Rwanda, pays de l'Afrique de l'Est d'environ 11 millions d'habitants, a retrouvé la paix. Selon le Forum économique mondial, le Rwanda, dont l'économie repose sur l'agriculture, est devenu le 8e pays où il est le plus facile de faire des affaires. Il fait partie des pays qui ont connu la plus forte croissance économique entre 1995 et 2010 en Afrique et dans le monde. Quand on regarde le niveau de développement du pays et le niveau
c'est au niveau de l'éducation, au niveau de la représentation, tout ce qui est genre et autres. On voit que quand même les investissements, même internationaux dans le pays, on voit que le pays est quand même un modèle pour bien de pays africains. Mais au même moment, on ne peut pas dire que les victimes, bien qu'il y ait eu pardon, bien qu'il y ait eu d'une manière ou d'une autre réparation, bien qu'il y ait eu réconciliation, on ne peut pas dire que c'est un traumatisme profond. Donc il n'y a pas oubli. Et donc à partir de ce moment, c'est sûr que de temps en temps, elles doivent se souvenir de ce qui s'est passé. Des symboles forts tels que le mémorial du génocide de Kigali, où sont enterrés les restes de plus de 250 000 victimes, rappellent cette page noire de l'histoire du Rwanda. Ce 6 avril, le Rwanda commémore pendant 100 jours les 800 000 morts, 100 jours de recueillement comme la durée du génocide également perpétré en 100 jours. Plus de 800 000 personnes ont donc perdu la vie lors de ce génocide. Aujourd'hui, les victimes ont pardonné. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.